Il est désormais communément admis que le microbiote intestinal communique avec le système nerveux central par des voies neurales, endocriniennes et immunitaires. De nombreux microbiologistes, gastro-entérologues et neurobiologistes s'accordent d'ailleurs aujourd'hui pour qualifier l'intestin et son microbiote de second cerveau. Depuis quelques années, il est même au cœur de la préoccupation des chercheurs qui se penchent sur l'axe intestin-cerveau. Les preuves d'interaction entre microbiote et cerveau se multiplient, révélant qu'il pourrait jouer un rôle dans la physiopathologie de nombreux troubles. Des études récentes ont également démontré le lien étroit entre la composition du microbiote intestinal et l'anxiété, ainsi que les troubles dépressifs. Comme vous l'aurez compris, le thème de ce bar des sciences est un microbiote sain pour un esprit sain. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler du microbiote? Non. Non, jamais. Ah si, dans le corps, là, dans le corps humain, ce qu'on a dans le ventre, quoi, dans les intestins, bien sûr. Ouais. Je pense que ça doit faire partie de la flore intestinale ou un truc comme ça. C'est des bactéries qui sont dans les intestins et qui servent justement à l'immunité. Et d'après vous, est-ce qu'il y a des liens entre le microbiote et le cerveau? C'est ce qu'on dit, mais bon, Ouais. de toute façon, je pense que la santé a un effet sur le cerveau et le cerveau, Ah, c'est relié. c'est relié. Oui, on a entendu une personne là qui parlait justement que les intestins, enfin le ventre, premier cerveau. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez? On va vous faire une réponse à deux voix. Donc, premier cerveau. Pourquoi on dit que l'intestin est le premier ou le deuxième cerveau? Sylvie Claesen, docteure en sciences, chercheuse en neuropharmacologie à l'Institut de génomique fonctionnelle de Montpellier. En fait, tout le tractus digestif est énormément innervé, c'est-à-dire qu'il y a des neurones tout le long de l'intestin qui vont contrôler les contractions et faire avancer le bol alimentaire. Donc du coup, ces neurones, ils ne sont pas là par hasard, ils sont là parce que justement, ils font travailler l'intestin et ils répondent à tout un tas de molécules qui sortent de l'intestin et qui permettent de contrôler le travail des neurones et le travail des muscles. Et en fait, l'intestin et le cerveau sont connectés eux-mêmes par un grand neurone qu'on appelle le nerf vague. Et cette communication nerveuse permet une communication entre l'intestin et le cerveau. Et en fait, l'intestin et le cerveau, ils communiquent en permanence. Et ils communiquent donc par cette voie nerveuse que je viens de décrire, mais ils communiquent aussi par le sang et toutes les molécules qui vont être produites par les bactéries dans nos intestins et qui passent dans le sang. Et donc, en fait, toutes ces molécules peuvent arriver jusqu'au cerveau. Et donc, si vous n'êtes pas bien, que votre équilibre microbien il est dérégulé, c'est ce qu'on va appeler la dysbiose intestinale, les bactéries qui normalement vous produisent des tas de bonnes petites molécules vont produire moins de molécules ou des molécules qui sont moins favorables. Et tout ceci, ça joue sur votre bien-être au niveau du cerveau. Et il y a un retour inverse. Le cerveau qui n'est pas bien envoie des mauvais messages au niveau de l'intestin. Et du coup, tout le travail ne se fait pas bien et on est en mauvaise santé. Je vais essayer de compléter cette réponse. Tasnim Akbar Ali, docteur en épidémiologie, chargé de recherche INSERM au Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations. Parce qu'il faut savoir que les recherches microbiote, dépression, parce qu'on parle de dépression, de troubles mentaux, votre question partait là-dessus, et alimentation, troubles dépressifs, c'est deux histoires un petit peu parallèles. Et au début, c'est vrai que c'est pas forcément des mondes de la recherche qui se parlaient beaucoup. Moi, pour la petite histoire, quand on a commencé à publier les premiers travaux sur l'alimentation dans son entier et les troubles dépressifs, c'était en 2009. Et quand derrière on allait dans des congrès scientifiques pour dire voilà, on a trouvé dans une étude, dans notre étude, on a montré auprès des personnes qu'on a suivies que voilà, les personnes qui adhéraient le plus à cette bonne alimentation présentaient moins de symptômes dépressifs. Je vous assure que les gens nous rigolaient au nez. Parce que les gens disaient, mais non, enfin, l'alimentation, ça marche sur le diabète, ça marche sur les maladies cardiovasculaires, et puis ça s'arrête là, quoi. Ça ne peut pas aller au-dessus. Et donc, on a mis 10 ans, 12 ans, 15 ans à montrer, mais que si il y avait un lien robuste déjà
qu'on trouvait partout dans le monde, et puis que c'était répété, les chercheurs avaient un consensus sur ça, et puis derrière, quand on trouve une association, on a envie de se dire, mais si c'est causal, faut qu'on trouve les mécanismes. Et les mécanismes, effectivement, la dysrégulation du microbiote due à une mauvaise alimentation en fait partie. Je me pose une question par rapport à la transplantation fécale. Est-ce que du coup dans la dépression, il y a eu des études sur ce mécanisme-là pour justement soigner des patients qui sont pharmacorésistants ? Donc en fait, il faut savoir que la transplantation fécale, donc ça existe depuis très très longtemps. Hein. Les Grecs anciens s'étaient déjà rendu compte que quand quelqu'un était malade, on pouvait lui donner à boire une eau fécale et puis que les symptômes s'amélioraient. Et la transplantation fécale en France, elle n'est d'indication que lorsqu'on a une infection à Clostridium difficile. C'est une bactérie qui, si vous donnez des antibiotiques, les antibiotiques vont faire mourir toutes les autres bactéries autour, mais le Clostridium va prendre toute la place. Donc si vous avez une infection à Clostridium, le médecin va prescrire une transplantation fécale. Il y a des essais de transplantation fécale qui sont dans d'autres pathologies, comme on va penser de suite aux maladies justement inflammatoires de l'intestin, comme la maladie de Crohn ou le syndrome du côlon irritable. Il commence à y avoir des tests, en effet, sur les maladies du cerveau. Il y a eu le docteur Patrice Cagny en Belgique qui a rapporté un cas comme ça d'une jeune femme qui était très résistante au traitement contre la dépression et que la transplantation fécale a mis en rémission puisque finalement sa dépression a été complètement solutionnée par la transplantation. Il n'y a pas à ce jour, à ma connaissance, d'études qui valident ça de façon systématique. Parce qu'en fait, dans la transplantation fécale, pour le moment, ce qu'on ne contrôle pas, et c'est le docteur Harry Sokol à Paris qui est vraiment le grand spécialiste dans le domaine, il dit que ça marche à 50-50. Il y a la moitié des cas où ça fonctionne, l'autre moitié des cas où ça ne fonctionne pas. Et donc, tant qu'on n'arrive pas à vraiment expliquer pourquoi ça fonctionne et pourquoi ça ne fonctionne pas, on ne peut pas prescrire ça de façon systématique face à une pathologie. Finalement, j'ai une question très très basique, c'est comment améliorer son microbiote et par rapport en lien à l'alimentation particulièrement. Moi, je suis épidémiologiste nutritionnelle, donc moi, je peux vous donner les recommandations alimentaires que nous, on publie et qui nous semblent être celles où on a montré scientifiquement, papier à l'appui, recherche à l'appui, voilà ces recommandations. Elles sont efficaces au niveau populationnel pour la dépression. Ça, je peux vous les donner. Ça serait mentir de vous dire je vais vous donner aujourd'hui les recommandations alimentaires exactes qui marchent pour avoir un super microbiote. On n'en est pas là. Voilà, clairement, on n'est pas dans cet état d'avancement. On a des études épidémiologiques qui montrent une association entre des régimes alimentaires, c'est-à-dire qu'ils ont comparé des personnes, par exemple, je prends une étude qui me vient en tête. Ils avaient comparé des enfants nés au Burkina et des enfants, donc milieu rural dans lesquels l'alimentation était pauvre en protéines animales et assez riche en fibres, et puis des enfants italiens, milieu urbain, dans laquelle les enfants étaient soumis à une alimentation riche en produits carnés, produits ultra transformés, riches en sucre raffiné. Et ils montraient clairement deux microbiotes à composition différente. Bon, donc ils disent c'est l'alimentation est sans doute un des facteurs qui explique cette diversité. Mais il y a d'autres facteurs qui peuvent aussi expliquer cette diversité. Donc aujourd'hui, on a de plus en plus d'études qui montrent qu'effectivement, quand on a un régime très fortement carné, d'origine avec des protéines animales, riches en protéines animales, riches en produits ultra transformés, on a plus ce type de bactéries, ou en tout cas, on a plus souvent telle production de métabolites produits par des bactéries. Donc voilà, mais on n'a pas aujourd'hui de recommandations, en tout cas elles ne sont pas montrées scientifiquement. Je me demandais si le fait d'être une femme ou un homme avait un impact sur le microbiote et ce qui en découle.
Oui, mais alors on voit de plus en plus la prise en compte du sexe dans les analyses et dans les traitements, enfin, je dirais, parce que oui, c'est pas du tout la même chose. Dans nos modèles de souris, déjà, les souris femelles développent la pathologie avec 1 mois d'avance par rapport aux souris mâles. Et le microbiote entre les souris mâles et les souris femelles, forcément, au même âge, vu que les souris femelles, elles sont plus malades, c'est pas le même que celui des souris mâles. Et puis après, je peux vous raconter deux histoires scientifiques. Alors, il y a un chercheur américain qui, lui, à ses souris modèles d'Alzheimer, il leur a donné un cocktail d'antibiotiques. Donc forcément, le cocktail d'antibiotiques, il a diminué le nombre de bactéries et la richesse bactérienne qu'il y avait dans les intestins des souris. Et il a diminué aussi la pathologie amyloïde chez ces souris. Bon, super. Et puis, il présente ça à une conférence. Et puis, il y a une dame à la fin qui vient lui dire « Ouais, c'est bien beau, mais vous avez fait votre analyse chez des souris mâles. » Alors, il faudrait le faire quand même. Moi, je suis une femme, la maladie d'Alzheimer, ça m'intéresse. Il faudrait que vous fassiez ça chez des souris femelles. Ok, il donne ça à son thésard. Le thésard refait la manip chez des souris femelles et ça ne fonctionne pas. Chez les souris femelles, les antibiotiques ne marchent pas. Et donc ce chercheur, il continue là, actuellement, au dernier congrès de Alzheimer-Parkinson, il a montré que s'il enlève les ovaires des souris femelles, du coup, les antibiotiques marchent et que c'est bien lié aux hormones. Bon, on s'en doutait un peu. Alors nous, dans le labo, on avait fait la manip, on avait mis les antibiotiques à nos souris, mais nous, on travaillait que sur les femelles. Comme elles ont la pathologie 1 mois plus vite que les mâles, ça nous coûte moins cher, on les garde 1 mois de moins, donc nous, on travaillait que sur les femelles. Et on était bien embêtés parce que ça fonctionnait pas, alors que le chercheur américain avait dit que ça fonctionnait. Mais nous, à nos souris femelles, on leur a donné un régime alimentaire gras, parce qu'on s'est amusé à leur donner un régime alimentaire gras pour voir ce que ça faisait. Et bien, quand on leur donne un régime alimentaire gras, et qu'on leur donne des antibiotiques, les antibiotiques diminuent la pathologie Alzheimer. Donc, il faut prendre en compte le sexe, mais il faut prendre en compte l'alimentation aussi. Donc, vous voyez, les traitements du microbiote, ça va être extrêmement compliqué. Et donc, on en revient à cette histoire de médecine personnalisée. On espère que cette vidéo vous a plu et nous vous invitons à nous rejoindre à la brasserie Le Dôme de Montpellier pour assister au futur bar des sciences.